Salut à vous mes petites pailles, on se retrouve pour la review du chapitre 824, un énorme chapitre. Alors juste avant de commencer, j'allais tout simplement dire qu'on a déjà fait une réaction live en direct sur Facebook sur ce chapitre. Et j'ai eu pas mal d'informations venant des gens qui ont participé. Donc ce ne sera pas seulement ma review, mais un peu leur review aussi. Et on commence tout simplement avec les événements de Baltigo. Donc on en apprend un peu plus sur ce qui s'est passé à Baltigo. Mais rien d'impressionnant, on apprend tout simplement qu'ils ont eu une information anonyme, le Cyberpol, et qu'ils sont arrivés et que Barbe Noire était déjà présent et qu'il avait déjà attaqué le quartier des révolutionnaires. Mais c'est assez bizarre, en effet, ça veut dire tout simplement qu'avant l'arrivée du Cyberpol, les révolutionnaires n'étaient même pas présents. Et qui leur a donné cette information anonyme? La logique voudrait tout simplement que ce soit Aokiji, qui a fait partie de l'équipage de Barbe Noire, et qui était juste avant un marine. Cependant, j'ai des gros doutes. Cela signifierait tout simplement que Aokiji se serait infiltré pour le compte de la marine dans l'équipage de Barbe Noire. Mais bon, comme on a vu les tensions qu'il avait déjà avec Akainu, cela signifierait tout simplement que le fait qu'il s'est battu avec Akainu et qu'il ait perdu sa jambe serait tout simplement une partie du plan. Là, j'ai un gros doute. De plus, ceux qui sont intervenus, ce ne sont pas la marine à proprement parler, c'est le Cyberpol. Donc ça signifie que c'est une information directement du gouvernement lui-même. Donc, c'est véritablement assez bizarre et je ne pense pas que Aokiji, même Akainu, soit dans le coup. Cette information vient de quelque part d'autre. Mais bon, c'est tout simplement mon point de vue. Rien de bien impressionnant comme on ne sait pas grand-chose au niveau de l'information. Pour preuve, même Nami trouve bizarre que Barbe Noire lui-même a attaqué le quartier des révolutionnaires. C'est tout simplement absurde. Maintenant, attaquons-nous tout simplement à la clique Luffy. Donc là, on apprend qu'ils vont à la Tea Party et on peut voir que Oda a fait en sorte de mettre une petite mise en situation. C'est-à-dire que Luffy a mis le feu au bateau, Luffy a niqué toutes les provisions, il les a niquées en faisant à manger et en plus c'est dégueulasse. Donc on suppose que les Mugiwara vont certainement mourir de faim et en plus que le bateau va être dans un sacré état. Donc à ce moment-là, Oda, il essaye tout simplement de créer comme quoi avoir un équipage, c'est véritablement important parce que chaque personne a une tâche et que sans eux, on n'avance pas du tout. Mais aussi, il pourrait tout simplement mettre une mise en situation, c'est-à-dire que le bateau, le Sunny, est tout simplement, entre guillemets, une épave. Les gens à l'intérieur meurent de faim, Pecom est présent. Et du fait que lorsqu'ils vont arriver sur le territoire de Big Mom, il y a de grandes chances qu'ils ne se fassent pas attaquer. Car tout simplement, on verrait qu'une épave et les gens seraient plus curieux de savoir ce qui est arrivé au bateau plutôt que d'attaquer le bateau directement. Donc ils pourraient s'infiltrer comme ça. De toute façon, il reste aussi le Shark Submerge. Ils peuvent aller sous l'eau avec leur sous-marin et aussi s'infiltrer sans être vus. Mais bon, on peut penser aussi que Big Mom n'est pas stupide et qu'il y a aussi peut-être des capteurs au niveau, sous la mer tout simplement. Ce qui est assez aussi intéressant, c'est tout simplement aussi le personnage de Carotte. On peut voir que Carotte voit tout simplement un orage. Et on a l'impression que c'est la première fois qu'elle en voit un. Donc ça signifierait que sur Zunesha, il y a une sorte de microclimat qui reste tout le long de l'année. Et que même où il se déplace, il n'y a pas d'orage ou de tempête ou quoi que ce soit. Zunesha, ou Zu plus précisément, la ville, est à l'abri de tout ça. Donc ça aussi, c'est assez étrange. Il faudrait qu'on se penche là-dessus. Mais aussi, on peut voir que quand elle voit des éclairs, elle appelle ça des électros. Donc c'est sans doute le nom de leurs armes qui s'appellent comme ça. Parce qu'on a vu qu'ils avaient des armes à base d'électricité. Donc maintenant revenons sur Zou. On apprend que le duc Inuarashi recherche plus ou moins un traître ou une vive carne. Car il se demande comment Jack a pu réussir à retrouver Zou en plus une deuxième fois. Donc c'est véritablement bizarre. Variété s'est fait soudoyer par Carotte. Donc il aurait pu se faire soudoyer par d'autres personnes auparavant. Et en plus on peut voir une situation de malaise autour de Variété. En effet, il ne sait pas véritablement comment réagir. Et pour moi, c'est toujours lui le traître. En parlant de Zou, on apprend tout simplement que Jack est encore en vie. Mais comment est-ce possible? Alors, on pourrait penser que c'est tout simplement un homme-poisson. Ou plutôt un hybride, genre Dellinger. Et je reviens aussi à une théorie de Moussa Brezi qui me parlait de Kaido. Il pensait que Kaido pouvait être tout simplement une création du gouvernement. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils font des expériences sur les humains. On a pu le voir sur Puck Hazard. Donc Kaido pourrait être une expérience du gouvernement mondial, mais aussi Jack. Et on peut penser qu'il a réussi à échapper à Sengoku et sa clique, tout simplement grâce à ce même stratagème. Il est tombé dans l'eau et ils ont tous pensé qu'il était mort vu que c'était un Zoan. Mais le personnage de Jack serait aussi bien plus complexe. En effet, si vous regardez attentivement, il portait une barre en métal autour de la bouche. Pourquoi portait-il cette barre? D'un point de vue psychologique, on pourrait tout simplement penser que celui-ci avait honte de ses origines d'homme-poisson et que par le passé, ses origines d'homme-poisson auraient pu lui apporter quelques souffrances. Et si vous vous souvenez, j'avais émis une théorie sur Kaido comme quoi il aurait pu être
un ancien esclave de Marijoa. Fait amusant, un ancien Tenryubito et un ancien esclave faisant équipe. Ça, c'est assez cocasse. Donc Jack pourrait lui aussi être un ancien esclave de Marijoa. Et je me suis demandé si on ne le voyait pas dans les Pirates du Soleil pendant le flashback de Fisher Tiger. Et regardez ce que j'ai trouvé. Bon, je sais, c'est quelque chose d'encore assez vague. Alors on peut penser que Oda avait plus ou moins construit le personnage, mais qu'il n'était pas encore carré. Donc je vous laisse avec ça, vous le prenez comme vous voulez. Maintenant, intéressons-nous au cœur de ce chapitre. C'est tout simplement le personnage de Kaido. Alors, Kaido est un putain de personnage. Oda n'a pas fait simplement un personnage badass, mais il a fait un personnage avec toute une psychologie. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on voit toute sa psychologie à travers l'alcool, c'est-à-dire qu'on voit toutes ses sautes d'humeur. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et il nous dit tout simplement que Doflamingo était quelqu'un de très faible pour lui. Donc ça montre la puissance du personnage. Et en plus, on peut le voir lorsqu'il met les affiches sur ses compagnons et qu'il les shoot juste après. Eh ben, on peut voir la puissance qu'il a. Il le fait voler à 20 kilomètres. Et on a aussi une petite information sur l'ombre qu'on voyait au loin. Alors, ce ne serait pas Kaido à proprement parler, ce serait plus une genre de construction ou un temple ou quoi que ce soit. Ou une sorte de phare, pourquoi pas, ou je ne sais pas trop encore. Donc Kaido a bel et bien capturé Kid. Si vous vous souvenez de l'une de mes anciennes reviews, je vous avais dit qu'il fallait aborder toutes les possibilités. J'avais dit que ça pouvait être tout simplement Kid, mais aussi que ça pouvait être Geoerly Bonnet. Donc c'est bel et bien Kid. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi Kid? Pourquoi l'avoir capturé? Et on a plus ou moins la réponse. C'est tout simplement que Kaido veut faire passer un message. Alors la question est quand même, pourquoi Kid? Pourquoi pas une autre supernova? En effet, car Kaido nous dit bien, je suis au courant de cette génération, je les connais et ils se prennent tous pour des dieux. Car on part de la possibilité que Hawkins et Killer ont été certes vaincus par Kaido, mais qu'ils ne sont pas présents, qu'il n'a capturé que Kid. Et Apu a certainement rejoint Kaido, mais on en reparlera un tout petit peu plus tard. Donc pour ma part, je pense que ça faisait partie du plan de Kaido. On a tous pensé dans le chapitre 795 qu'il était tombé au hasard sur l'île, où étaient Hawkins, Apu et Kid. Mais je pense que c'était véritablement une cible et qu'il a tout simplement fait exprès. Je m'explique. On peut voir qu'il est au courant de toute cette génération et en plus il veut faire passer un message au Mugiwara et aussi à l'eau. Donc pourquoi ne pas avoir pris n'importe quelle supernova? En effet, sur l'île Céleste, il a rencontré U-Rouge. Et on sait dans ce chapitre, dans le 824, qu'il était déjà au courant de la génération de Luffy. Ce serait possible que Kid ait la plus grosse prime dans le Nouveau Monde de toutes les supernovas. Du coup, ce serait entre guillemets le leader des supernovas. Et en écrasant le leader des supernovas, Kaido met l'accent sur comme quoi il est le plus fort, il est le plus balèze. Donc Kaido, à travers ça, avait un plan. Donc ça montre à quel point le personnage est aussi badass, mais aussi très intelligent. Et le fait qu'il crée une mise en scène au niveau de Kid, et en plus aussi de sa chute dans le 795, on peut penser que Kaido n'est pas si stupide que ça. Il tient son équipage et aussi les autres pirates par la peur. Et il sait que la mise en scène va tout simplement accentuer cette peur. Un peu comme le Batman de Christopher Nolan, hein, il le dit bien, hein, si tu veux vaincre tes ennemis, essaye tout simplement d'en créer une peur dans leur cœur. Et là, c'est le même système que fait Kaido. Maintenant, faisons tout simplement une petite parenthèse sur Apu. Alors, beaucoup de gens pensent que Apu a changé de camp dès le chapitre 795. Pour ma part, je pense que c'est bien avant. Tout simplement parce que Guru Bojo m'a fait une putain de théorie sur Apu et je pense que c'est la bonne. Et là, il faut revenir tout simplement 2 ans en arrière chez les Mugiwara. On apprend tout simplement qu'après Marineford, on voit toutes les supernovas partir dans le Nouveau Monde. Et on peut voir que chaque île a une particularité. Et on a tous pensé, lorsqu'on a vu Apu, lorsqu'il courait dans le vide, que c'était une particularité de l'île. Mais imaginez une seule seconde que ce soit quelque chose d'invisible. Et qui peut mettre les choses invisibles? C'est tout simplement Absolom. Absolom aurait tout simplement mis un objet en mode invisible. Et du coup, Apu marcherait dessus, ou plutôt courait dessus. Et il est possible que suite à ça, Apu et Moria font équipe. Donc voilà pour la petite théorie autour de Kaido. Et maintenant, intéressons-nous à Sandy. Bon, on apprend que Sandy est toujours sur le bateau de Big Mom et qu'il est en direction justement de la Tea Party. Bon, moi, ce qui va me faire poser 2-3 petites questions, c'est tout simplement le baron Tamago. Le baron Tamago est sur le bateau avec Sandy et il essaye encore de négocier avec lui en lui disant « Rejoins-nous, rejoins-nous, rejoins-nous ». Et là, c'est véritablement bizarre. Et ma théorie est toute simple, c'est tout simplement que Sandy est intouchable, il a une certaine immunité. Et le fait qu'il fasse partie de la Germa 66 et qu'il fait partie de cette famille de gueudins, eh ben on peut penser qu'il a une immunité et que personne ne peut le toucher, même Big Mom. Alors c'est pour cette raison que Big Mom essaye de le soudoyer avec un mariage. Car en effet, si la Big Mom sait plein de choses à propos de lui,
elle doit aussi savoir son penchant pour les femmes et du coup essayer de l'amadouer avec les femmes elles-mêmes. Et souvenez-vous aussi du chapitre où Vito est avec Sanji, tout simplement sur Zoo. Et il lui dit quelque chose à l'oreille. Et du coup, après les événements avec Pecom, on a tous pensé qu'il lui avait dit « on est au courant pour Zef, on est au courant pour tout ». Cependant, imaginez une seule seconde que Vito en fait a dit autre chose. Par exemple, je sais pas, ta mère sera là, elle veut te parler, ou quoi que ce soit. Car en effet, le baron Tamago dans ce chapitre lui dit bien que Big Mom est au courant justement pour Zef et tout ce qui l'entoure. Donc pourquoi ne pas jouer là-dessus? C'est assez bizarre quand même. Les Vinsmoke, entre guillemets, sont intouchables. Si on touche un membre de ma clique, négro, tu verras, ils sont pas tout seuls. À présent, maintenant, Pudding. Alors, vous savez tous que j'avais fait une théorie comme quoi Miss Golden Week était Pudding. Alors, j'avais véritablement faux. Et là, je vais le dire, hein, je vais être de mauvaise foi absolument. Et là, on voit la photo. Alors, il semblerait que ce soit la meuf aux 3 yeux. Bon, c'est pas sûr à 100%, mais quand même à 99%, c'est sûr que ce soit elle. Mais pour ma part, je pense que véritablement, c'est pas Pudding. Pourquoi? Je suis dans l'expectative tout simplement. Parce que tant qu'on n'aura pas le petit encadré qui nous dira c'est bel et bien Pudding, je ne le croirai pas. Parce que Oda nous ment depuis pas mal de temps. Il arrive à nous mentir sur pas mal de choses. Et le petit encadré est tout simplement la voix de l'auteur lui-même. Donc il ne peut pas nous mentir en tant qu'auteur. Parce que s'il nous ment en tant qu'auteur, cela signifierait tout simplement que l'œuvre One Piece est un énorme mensonge et on peut se fier à rien du tout. Donc Oda ne peut pas nous mentir sur les petits encadrés. Et je me dis, connaissant l'humour de Oda et comment il arrive à faire des cliffhangers ou encore des retournements de situation et j'en passe, qui nous dit que c'est pas du tout Pudding, mais il utilise cette photo pour attirer Sanji et qu'il dise oui. Et au dernier moment, le fait qu'il croit que ça va être cette meuf-là, et en fait ça va être une autre, et du coup il va être dégoûté, il va tomber sur le cul. Donc pour ma part, je reste dans l'expectative et je ne pense pas que ce soit Pudding, même si il y a 99,9% que ce soit elle. Je reste quand même dans l'expectative. Donc voilà pour ma review du chapitre 824. Ou plutôt notre review du chapitre 824. Donc on fera certainement une autre réaction live en direct sur Facebook. Venez sur Facebook, je vais mettre mon Facebook dans les descriptions. Donc venez, ce sera le jeudi à 18 h. Venez, si le chapitre est sorti bien sûr. Donc j'espère que vous avez aimé, vous connaissez à présent la musique. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Allez, ciao mes petites pailles!